Septembre 2013, pendant que moi je suis en train de voler des voitures sur GTA V, il y a des gars qui achètent des bitcoins à 100 €. Donc oui, il y a de quoi avoir des regrets, mais après en 2013, je savais même pas ce que c'était un bitcoin. Non, moi, comme la majorité des gens, je me suis intéressé au sujet bien plus tard, quand on a tous vu les courbes exploser. Donc forcément, à ce moment-là, je voulais en acheter, mais je me rendais bien compte d'un truc, je savais toujours pas ce que c'était que le bitcoin. Oui, quand j'en achète sur une plateforme, j'achète quoi au juste ? Si toi non plus, tu ne sais pas répondre précisément à cette question, bah pas de souci, puisqu'aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce que cache cette technologie. Et ce, en utilisant la meilleure ressource qui permet de l'expliquer. Je parle bien sûr du simple document de 10 pages qui est à l'origine même du Bitcoin. Le fameux white paper, publié le 11 février 2009 à 22h27 sur le petit forum de la Peer-to-Peer Foundation par un mystérieux utilisateur dénommé Satoshi Nakamoto. Ce papier, il a le format d'un article scientifique et il retrace les grandes lignes de la technologie en présentant successivement tous les maillons de la chaîne qui composent le produit final, donc de la cryptographie aux fonctions de hachage, en passant bien sûr par la blockchain. Bref, aujourd'hui, on va voir comment toutes ces disciplines indépendantes se complètent parfaitement pour créer un système monétaire mondial auquel des millions de personnes ont fini par accorder leur confiance. Bienvenue dans la science fascinante de Bitcoin. Les talons or, est-ce que ça te dit quelque chose ? En gros, à une époque pas si lointaine, la valeur des billets de banque était indexée sur l'or détenu par les banques centrales. C'est-à-dire que chaque billet émis était censé représenter une quantité précise d'or que la banque centrale du pays émetteur avait physiquement et s'engageait à te rééchanger si tu le demandais. C'est donc ce mécanisme qui permettait d'instaurer de la confiance dans la monnaie. Sauf qu'à un certain stade, la guerre est arrivée en Europe, et pour faire la guerre, fallait de l'argent. Donc des billets, on en a imprimé plus que de raison, et les talons or, bah on l'a mis en pause. Une pause qui a duré jusqu'à maintenant. Oui, on a bien tenté de sauver ça après-guerre avec les accords de Bretton Woods, qui se voulaient simplifier tout ce système en disant que seul le dollar serait indexé sur l'or et les autres monnaies sur le dollar, mais cette autre promesse s'effondra elle aussi bien vite en 1971, quand le président Nixon déclara que le dollar ne serait désormais plus échangeable contre de l'or. Et depuis ce jour, notre argent ne repose plus sur aucune réserve tangible, il repose juste sur notre confiance envers ceux qui l'émettent. Or c'est bien ça le problème, faire confiance à un État ou à une banque centrale, c'est pas la même chose que faire confiance à un métal. Parce que l'or, il a toutes les qualités qui font de lui une valeur universelle en laquelle le plus grand nombre de personnes peuvent avoir confiance. De 1, il est rare, donc disponible en quantité limitée et difficile à produire. De 2, il est durable, un métal qui résiste au temps. Et de 3, il est neutre, sa valeur vient de ce qu'il est, contrairement par exemple à une monnaie étatique dont la confiance repose sur des promesses. Mais le truc, c'est que l'or, on ne l'a pas créé, il existe à la base, et vous comprenez bien la difficulté de recréer artificiellement ces 3 attributs fondamentaux que toute bonne monnaie devrait posséder. Or justement, ce problème paraissant insolvable, Satoshi Nakamoto l'a résolu, puisqu'il a bien réussi à recréer ses mécaniques de valeur propres à l'or, et ce sans métal, sans banque centrale, mais juste informatiquement avec des maths. Et vous allez le voir, son invention, ou plutôt son système, il est aussi brillant que complexe. Si mon objectif c'était d'acquérir de l'or, a priori j'aurais 2 options. Soit aller le chercher moi-même dans la nature, soit l'échanger contre une autre valeur. Et bien avec le Bitcoin, c'est pareil. Je peux de 1 le miner pour en obtenir, on y reviendra, ou alors de 2, je peux en avoir en l'échangeant. Par exemple, admettons que j'ai gardé cette carte Pokémon de grande valeur depuis petit, et que j'ai trouvé quelqu'un, un crypto bro, qui est prêt à me l'échanger contre un Bitcoin. À ce moment-là, ce que doit faire cette personne, c'est juste écrire une nouvelle ligne dans le registre du Bitcoin, qu'on appelle la blockchain. Il y inscrit alors la transaction qui dit que son adresse envoie un Bitcoin à mon adresse. Ça ressemble à un virement classique vers un RIB, sauf que non, rien à voir. En effet, avec une banque ça se passe comme ça, elle est au centre de tous les interlocuteurs et valide tout. Par exemple, si je vends mon Dracofeu, l'acheteur demande à sa banque de m'envoyer de l'argent, elle consulte ses registres, approuve la transaction et met à jour les bases de données. Donc là, on pourrait se dire qu'on remplace juste le logo de la banque par celui de bitcoin.org, la nouvelle entité qui décide de tout, sauf que non. À présent, il n'y a plus d'autorité centrale, et c'est bien tout ce système qui est repensé pour arriver à une organisation en réseau où le pouvoir est réparti.
Donc à présent, c'est chaque membre du réseau qui a une copie consultable du registre, et ce qui valide les transactions, c'est l'intégralité des mailles de ce réseau. Ce qui est déjà doublement rassurant, puisque de 1, le nombre de copies fait qu'on ne peut pas le perdre ce registre, et de 2, si tout le monde participe, ça assure un peu la transparence du système. Enfin, voilà les bases de comment on construit un système décentralisé. Mais maintenant, ce registre dont on parle, il a quelle forme au juste ? Pour faire simple, voyez-le comme un document partagé qui contient toutes les transactions faites depuis la création de Bitcoin et dans lequel une nouvelle section vient s'écrire toutes les 10 minutes environ. Ainsi, comme ce document s'écrit par phases successives, généralement on le représente plutôt comme ceci, comme une succession de blocs, qu'on appelle la blockchain donc. Et si on regarde ces blocs plus en détail, on voit en fait qu'ils contiennent chacun une sorte d'empreinte digitale unique. Une empreinte qui certes est créée pour chacun d'entre eux à partir des transactions qu'ils contiennent, mais pas que, puisque l'empreinte d'un bloc dépend aussi de celle du bloc précédent, et donc indirectement si on remonte la chaîne, de tout ce qui a été écrit avant. Une idée qu'on va détailler mathématiquement, mais qui vous fait déjà comprendre que ces blocs sont tous liés en une grande chaîne de blocs. Et ainsi, tels qu'ils se construisent, si je modifie une transaction d'un bloc dans le passé par exemple, ça va directement changer l'empreinte de ce bloc, on est d'accord ? Et donc, en répercussion, ça va impacter toutes les empreintes qui suivent, et ainsi briser la chaîne depuis cet endroit. Ce qui vous permet de comprendre pourquoi la technologie de la blockchain est une très bonne sécurité pour empêcher quelqu'un de modifier le passé comme bon lui semblerait. À ce stade, on a donc construit un registre chronologique et non modifiable de transactions dont on peut en plus retracer très facilement tout l'historique depuis sa création, comme on le voit très bien sur ce visuel. Mais alors maintenant, ce registre, qu'on a représenté nous comme ceci, comment concrètement on peut y ajouter une ligne et s'assurer qu'elle soit juste ? Pour le comprendre, imaginons par exemple que Mario veut envoyer 2 bitcoins à Luigi, parce que pourquoi pas ? Ce qu'il va faire, c'est donc écrire que son adresse envoie 2 bitcoins à l'adresse de Luigi. Sauf qu'a priori, on sait pas si Mario il les a ces bitcoins. Voilà pourquoi, pour écrire cet output, Mario doit au préalable prouver qu'il a ces bitcoins. Et ce, en mentionnant d'anciennes transactions de la blockchain où il avait reçu de bitcoins qui sont encore aujourd'hui non dépensés. Dans le jargon, on appelle ça des UTXO, des outputs encore non utilisés. Et cette précaution, elle permet 2 choses. De 1, personne ne peut dépenser plus que ce qu'il a, et de 2, personne ne peut dépenser 2 fois les mêmes bitcoins. Bref, à ce stade, même si tout semble bon, la transaction est d'abord mise en attente dans un registre intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit prélevée, puis intégrée à un potentiel futur bloc avec d'autres transactions. Puis ce bloc est alors diffusé à tous les nœuds du réseau qui vont le valider, et si tout est bon, le bloc va bien finir par s'ajouter à la chaîne. Donc à ce moment-là, ce sera officiel, Mario aura perdu de bitcoin et Luigi pourra les dépenser plus tard. Ainsi, pour en revenir à notre question initiale, on comprend que posséder des bitcoins, c'est juste, pour l'instant, avoir une adresse associée à des bitcoins non dépensés dans la blockchain. Mais cette définition reste à compléter. Oui, à ce stade, rien ne paraît vraiment révolutionnaire et c'est normal, on a à peine vu la surface de ce qu'était le Bitcoin avec la blockchain, mais ce système a d'autres couches, plus profondes et subtiles, qu'on va explorer ensemble. Et la prochaine qu'on va détailler, c'est celle qui permet au système de fonctionner en rendant la fraude impossible. Voyons donc d'où vient le crypto de crypto-monnaie. Pour te connecter à ta banque traditionnelle, tu as un identifiant et un mot de passe. Enfin c'est simple, centralisé, géré par la banque, sauf que pour Bitcoin, on veut un système autosuffisant. Donc pas de base de données utilisateur, de mot de passe, de page de connexion. Mais alors, comment on sécurise un système où tout le monde peut théoriquement écrire dans le registre ? Réponse courte, grâce à la cryptographie asymétrique. C'est-à-dire que chaque nouvel utilisateur qui entre dans l'écosystème Bitcoin, on lui génère 2 clés. Premièrement, une clé privée, qui est secrète à ne jamais perdre, et deuxièmement, une clé publique, qui elle sera visible de tous et qui est contre-intuitivement construite à partir de la clé privée. Et enfin, t'as aussi ton adresse Bitcoin, l'équivalent de ton RIB qui est calculé depuis ta clé publique. Bref, l'idée derrière ces clés, c'est que pour qu'une transaction soit valide, elle doit être signée. Une signature cryptographique qu'un utilisateur ne peut obtenir qu'en utilisant sa clé privée. Donc oui, ici, seul Mario, qui possède sa clé privée, est en mesure de signer correctement.
Et ainsi, si quelqu'un de mal intentionné tente lui-même d'écrire ce même message dans la blockchain, n'ayant pas la clé privée de l'utilisateur qu'il cherche à usurper, il ne pourra pas produire une signature valide. Donc cette ligne frauduleuse va vite dégager. En effet, le réseau Bitcoin ayant accès à toutes les clés publiques, ils peuvent facilement récupérer celle de Mario et ainsi vérifier ces deux transactions supposément faites par Mario. Une vérification qui mènera le réseau à réaliser que seule la première a effectivement une signature valide. Avec ça, on comprend qu'il est donc impossible de falsifier une transaction. Et avec cette idée de clé publique partagée, encore une fois, le réseau a tout pour être autonome dans la vérification de chaque transaction. Pas besoin de banque, d'administrateur. Oui, c'est là toute l'élégance de la cryptographie asymétrique. Ce que tu signes avec ta clé privée, n'importe qui peut le vérifier avec ta clé publique, car les deux clés sont liées mathématiquement de sorte à le permettre, mais en revanche, rassure-toi, malgré ce lien entre les deux, personne ne pourra remonter à ta clé privée. Bref, si on devait imager ça, on pourrait imaginer un coffre avec deux serrures. Une serrure dont tout le monde a la clé, mais qui ouvre simplement une trappe permettant de vérifier le contenu du coffre à travers une vitre, et une serrure pour la clé privée qui donne accès au butin, mais que seul le propriétaire a. Sur ce, on précise encore ce que c'est qu'avoir du Bitcoin, en ajoutant cette idée de posséder sa clé privée pour pouvoir signer les futures transactions. Et cette dernière idée, celle de clé privée, elle soulève un problème qu'on va mettre en lumière en revenant à notre histoire. Le truc, c'est que déjà je vous ai menti, j'ai pas de drac au feu, je vais donc pas pouvoir obtenir ce Bitcoin comme je l'avais prévu. Du coup, je vais faire un peu comme tout le monde, je vais tout simplement mettre 1000 € sur une plateforme d'exchange comme Binance pour m'acheter du Bitcoin. Sauf qu'en faisant ça, je rentre un peu dans une contradiction, puisqu'avec un exchange, j'utilise une plateforme centralisée pour accéder à un système pensé pour être décentralisé. Et ainsi, en achetant là-bas, c'est bien eux qui vont posséder les clés privées de mes bitcoins. Donc je suis pas à l'abri d'un problème si jamais la plateforme se fait hacker ou si elle ferme comme ça avait été le cas par le passé pour FTX par exemple. Enfin tout ça pour dire que le move le plus smart resterait de transférer mes bitcoins de l'exchange pour les mettre sur un wallet personnel. Avec ça, j'aurai bien des bitcoins sur une adresse que je contrôle et je posséderai mes clés privées. Bon, on commence à avoir une bonne vision de l'écosystème, mais à ce stade, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit. C'est d'où ils viennent, les bitcoins. Car oui, on a vu les transactions entre deux individus, on a vu une base de données qui recense les échanges, mais comment ils apparaissent à la base, tous ces coins qu'on trade ? En effet, même dans le white paper, Satoshi commence par les transactions, mais il explique pas directement comment cette personne zéro, elle en a des bitcoins. Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'image de l'or qu'on trouverait en creusant dans le sol, avec Bitcoin, la valeur se découvre également au sein même de l'écosystème avec le temps. Comme si Satoshi avait recréé informatiquement le mécanisme de minage d'un métal rare. C'est-à-dire que le système est programmé pour générer un cap maximal de 21 millions de bitcoins d'ici l'horizon 2140 environ. Et qu'à ce stade, en 2025, on a déjà 95% du total final en circulation. Donc pour résumer, les bitcoins, il en apparaît un certain nombre à chaque nouveau bloc miné, toutes les 10 minutes environ. C'est-à-dire que récemment c'était 6,25 bitcoins qui apparaissaient à chaque nouveau bloc, mais par le passé c'était davantage, 50 par bloc en 2010, et dans le futur ce sera moins que ça, environ 0,2 par bloc en 2040. Et ce parce que tous les 4 ans environ, il y a ce qu'on appelle le halving du bitcoin, c'est-à-dire que la récompense par bloc diminue de moitié. Donc tout ça c'est bien beau, mais maintenant ces bitcoins qui apparaissent, on les donne à qui au juste ? Vous imaginez bien qu'on va les donner à quelqu'un du réseau, mais qui précisément ? C'est-à-dire que oui, il y a les nœuds silencieux qui juste échangent des bitcoins, il y en a d'autres qui contribuent un peu plus en participant aux validations des transactions, mais c'est pas eux qu'on va récompenser. Non, ceux qui méritent, c'est les mineurs, des acteurs qui contribuent encore davantage à l'écosystème, et ce en fournissant un travail qui demande bien plus de ressources. En fait, ces personnes, ces entreprises, à chaque nouveau bloc, toutes les 10 minutes environ, elles se retrouvent dans une sorte de compétition internationale qui les oppose à tous les autres. Une compétition où chacun fait une proposition pour le prochain bloc à ajouter à la blockchain et où seul un élu verra son bloc accepté par tous les autres. C'est donc cet élu qui se verra remettre le pactole. Oui, il est l'heure de voir comment Bitcoin crée de la confiance en demandant de l'énergie. Pour l'introduire, on a dit que le minage, c'est ce qui ajoute de nouveaux bitcoins dans le système. Mais ça, c'est juste la conséquence, la récompense qui motive les gens à le faire.
Or, comme on l'a également dit, le système de Satoshi se veut parfaitement juste et équitable. Donc si quelque chose te rapporte de l'argent, faut que cet argent, tu le gagnes en travaillant. Un travail qui doit apporter de la valeur à l'écosystème. Et justement, pour se créer de manière fiable et sécurisée, la blockchain a besoin de travailleurs, les mineurs, dont le rôle est donc de construire une blockchain cohérente et juste. Mais alors, que font-ils concrètement ces mineurs ? Eh bien, faut imaginer qu'un grand registre partagé où chacun peut écrire partout dans le monde, c'est le bordel. Typiquement, si quelqu'un écrit une transaction dans la blockchain ici, elle arrivera vite à ceux qui sont autour de lui, mais le temps d'arriver à l'autre bout du monde, elle aura pu être devancée par d'autres transactions. Enfin, on voit directement le problème de cohérence potentielle entre toutes les versions du document. Voilà pourquoi les transactions ne doivent pas être intégrées directement, mais d'abord être mises en attente dans une sorte de sas temporel. Une liste intermédiaire où les mineurs viennent piocher les transactions pour les intégrer au bloc hypothétique qu'ils sont en train de fabriquer. Mais alors si à l'issue de ça, tous les mineurs proposent un bloc cohérent, comment on choisit le bloc gagnant ? Pour le choisir, faudrait introduire une logique un peu aléatoire, dans le sens où ça renforce la confiance que n'importe qui puisse théoriquement gagner ce concours. Et cette dimension aléatoire du prochain bloc choisi, elle prend la forme d'un problème mathématique qu'il faut être le premier à résoudre. Bref, sachant tout ça, j'ai la vision. Je veux être mineur à présent, et je suis donc prêt à participer à la construction du prochain bloc, le numéro 1 million. Pour ce faire, c'est très simple, j'ai juste à prendre un bloc vierge, à le compléter et à résoudre le problème mathématique avant tous les autres pour que ce soit mon bloc qui gagne. Bon, d'accord, on va un peu plus détailler ce qui se passe. Déjà, dans ce bloc vierge qu'on représente comme ça, on y intègre le hash du bloc précédent, donc son empreinte digitale. Ensuite, comme discuté, on y met une liste de transactions piochées dans celle en attente. Puis pour finir, on y met un nombre aléatoire qu'on appelle le nonce. Et tel quel, tout ceci me donne alors une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères que je vais prendre et que je vais faire passer dans une fonction de hachage. La fonction SHA-256, que vous pouvez voir comme une boîte noire qui via plein d'opérations mathématiques donne en fait en sortie une empreinte unique de 64 caractères hexadécimaux. J'ai donc transformé ma chaîne de caractères en ceci, un résultat qui sera mon hash, l'empreinte digitale du bloc que je suis en train de construire. Sauf que bien sûr tel quel ce serait beaucoup trop simple. Et oui, ce que je dois obtenir en réalité, c'est un hash spécial, un hash qui commence par un certain nombre de zéros. Le voilà notre fameux concours aléatoire, le hash que je dois obtenir en sortie doit commencer par 30 zéros. Et pour ce faire, je n'ai pas d'autre choix que de faire varier ce paramètre d'entrée, le nonce, afin de changer ce que j'ai en sortie jusqu'à tomber sur un hash qui respecte ma condition des 30 zéros. Ok, tout ça c'est super, mais du coup en quoi il y a une logique aléatoire là-dedans ? Le truc, c'est que générer 64 caractères hexadécimaux comme on le fait avec SHA-256, c'est en fait juste générer un nombre compris entre 0 et 10 puissance 77. Oui, c'est énorme, il y a donc de grandes chances que le nombre obtenu en sortie soit gigantesque. Or nous, en demandant 30 zéros au début, je vais pas vous faire une leçon sur l'hexadécimal, mais c'est comme si on demandait un nombre anormalement petit, qui a très peu de chances d'apparaître. Pour comparer, c'est un peu comme si on lançait un dé à 1 milliard de faces et qu'on espérait tomber sur un chiffre inférieur à 10. C'est hautement improbable. Voilà donc ce qu'est le minage, tester des milliards de nonces par seconde jusqu'à tomber par miracle sur celui qui te donnera ce nombre anormalement petit en sortie, ce qui est tellement rare que ça prend bien en moyenne 10 minutes à tous les mineurs qui font tourner des machines en permanence autour du monde. Un dernier constat qui met en lumière le problème évident de ce système de minage, le fait que ça coûte très cher en matériel et surtout en électricité de miner. Mais malgré tout, comme il y a potentiellement une belle récompense à la clé, certains sont prêts à le faire. Prends des pièces. Et du coup, juste dernière question, comment il faisait Satoshi en 2009 pour résoudre seul ces problèmes mathématiques qui aujourd'hui sollicitent le monde entier ? Il devait avoir une puissance de calcul énorme, parce qu'en regardant l'historique, on voit bien que c'est lui tout seul qui minait les premiers blocs, d'où tous les bitcoins qu'il a aujourd'hui. La réponse, c'est que la difficulté du problème mathématique à résoudre, elle s'adapte toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que le protocole est juste calibré pour durer 10 minutes par bloc en moyenne. Donc si d'un coup il y a plein de nouveaux mineurs qui rentrent dans la course, le problème deviendra juste plus dur. On demandera plus de zéros au début du hash. Oui, les 30 zéros c'était juste un exemple. Au début c'était des problèmes bien plus simples à résoudre.
Bref, on a beau creuser, ce système semble parfait, et d'ailleurs il tourne depuis 2009 comme prévu, sans jamais avoir failli, un peu comme s'il était incassable. Sauf que ça, c'est pas totalement vrai. Ok, dans notre grand concours de minage, imaginons que deux mineurs trouvent en même temps un nouveau bloc valide. Dans ce cas-là, que fait le réseau? Il en choisit un des deux? Eh bien non, contre-intuitivement, au début, il garde les deux. On appelle ça une fourche. La blockchain se sépare alors en deux branches et certains continuent de construire sur la chaîne A, pendant que d'autres le font sur la chaîne B. Puis quand l'une des deux chaînes devient plus longue que l'autre, on considère qu'elle a gagné, et les blocs de l'autre sont alors annulés et ces transactions remises en attente. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, simples utilisateurs de la blockchain? Ça veut dire que tant qu'une transaction est encore fraîche, on ne peut pas la considérer comme gravée dans le marbre. On préfère alors attendre plusieurs blocs pour être sûr qu'elle ne soit pas annulée si une chaîne concurrente venait à la dépasser. Et surtout ce que ça dit, c'est qu'un scénario théorique apparaît, celui de l'attaque du passé. Oui, imaginons que je suis Bowser et que je promets 5 bitcoins à Mario en l'échange de leur valeur en cash. Je lui envoie alors ces bitcoins sur la blockchain, il voit la transaction validée et il me donne donc l'argent en direct. Sauf que moi, sournois comme je suis, je décide de repartir du bloc où j'ai écrit la transaction et je le reconstruis sans y inscrire la ligne de mon paiement. Puis partant de ce bloc, j'essaye alors de rattraper la chaîne de blocs originale, en me disant que si j'y arrive et que ma chaîne devient bien plus longue, c'est bien elle que le réseau va finalement garder. Et ainsi, Mario m'aura bien payé, mais n'aura finalement jamais reçu mes bitcoins. Bon, ça paraît beau et ça se tient en effet, mais fort heureusement, ce scénario est presque impossible. Et ce, parce qu'en modifiant un bloc, comme on l'a vu, je casse aussi tous ceux qui viennent après. Ainsi, dès le début de ma fraude, j'ai déjà à rattraper plusieurs blocs, pendant que le reste du monde, lui, il continue bien à miner sur la vraie chaîne. Vous comprenez donc que la seule façon d'y arriver à rattraper la chaîne actuelle, c'est d'avoir plus de 50% de la puissance de calcul mondiale, ce qui est hautement improbable. Voilà pourquoi on parle d'attaque des 51%. En gros, c'est théoriquement possible, mais astronomiquement coûteux, et ça détruirait la valeur même du Bitcoin en brisant la confiance, donc c'est de toute façon pas très malin. Mais quand même, Satoshi, il y avait pensé à ça? Bah oui, et dans son white paper, il y a d'ailleurs une section où il recommande d'attendre quelques blocs pour être serein. Genre il considère que si l'attaquant a 10% de la puissance, attendre 5 blocs devrait être suffisant, puis si l'attaquant a 30%, il dit qu'attendre 24 blocs serait ok, etc. etc. Bref, le système n'est pas invincible, mais il reste extrêmement robuste, et ce parce que tout est construit autour d'un principe simple. Il faut que frauder coûte plus cher que participer. C'est bien ce principe qui le fait tenir depuis 2009. Mais alors maintenant, qu'en est-il pour son futur à Bitcoin ? Ce que j'avais compris avec tout ça, c'est que Satoshi n'a pas vraiment créé le Bitcoin à partir de rien. Il a pris des briques déjà existantes, le peer-to-peer pour diffuser l'information, la blockchain pour sécuriser l'historique, la cryptographie asymétrique pour signer, la preuve de travail pour rendre la fraude coûteuse, un système de récompense pour inciter à coopérer, enfin, tant de briques assemblées pour résoudre un casse-tête que tout le monde pensait insoluble. Comment des inconnus peuvent-ils se faire confiance, sans chef, sans état et sans banque ? Mais alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi Bitcoin et pas un autre? Parce que oui, aujourd'hui, des dizaines de projets prétendent faire mieux que l'original. Mais le truc, c'est que Bitcoin a deux atouts majeurs. Déjà, il est le premier, et surtout, il bénéficie du mystère Satoshi. Oui, on ne sait pas qui il est, ou même qui ils sont, et il n'a jamais touché à ses bitcoins. Non, il a juste donné ce système au monde, puis a disparu. Et sans identité, sans chef, Bitcoin est devenu inattaquable. Enfin, presque, puisque ses limites sont bien réelles. Un coût énergétique énorme, équivalent à un pays entier, une décentralisation affaiblie, capturée par d'énormes fermes de minage ou encore des plateformes centralisées, et enfin, une promesse de monnaie du quotidien qui reste largement théorique aujourd'hui. On ne paie pas son kebab en bitcoin. Et encore, je ne vous parle pas là des risques liés aux potentielles futures failles de sécurité de la technologie. Bref, quelle place pour Bitcoin dans le futur ? L'avenir nous le dira. Mais si j'en reviens maintenant à ma question de départ, à savoir quand j'achète du Bitcoin, j'achète quoi ? Eh bien comme on l'a vu, j'achète une part d'un système. Le pari que demain, la confiance n'aura peut-être plus besoin de banque, ni d'État, ni même d'humains. Et ce pari-là, il est gravé à jamais, ligne après ligne, bloc après bloc, dans un registre que personne ne peut effacer.
Ok, c'était une vidéo pas mal différente de d'habitude, du coup pas sûr que ça marche, donc vraiment n'hésitez pas à partager, commenter, liker, voire même booster la vidéo, ça aide de fou à faire connaître mon travail, et moi ça m'encourage à continuer ce type de format qui est hors analyse d'œuvres de fiction.